Mon père, quand il était plus jeune, il m'a dit quelque chose qui restera gravé, hein. Quand il était sur le point où sa carrière, voilà, n'allait plus avancer, et il s'est dit, le jour où j'aurai un fils, bah, je ferai les choses différemment. Je trouverai les bonnes personnes pour l'entourer. Et s'il veut aller quelque part, voilà, je donnerai le maximum pour que ça arrive. Lui et ma mère, hein, bien sûr, ont tout fait, vraiment tout, ont dédié leur vie pour me faire réaliser mon rêve, en fait. Parce que moi, je vivais que pour ça, en fait, que pour rouler, que pour la compétition. Et c'est toujours le cas maintenant. Donc, c'est sûr que c'est un chemin assez différent de tous les autres pilotes de F1. Mais je pense que la récompense de nos jours, elle est encore plus grande. Et ça, bah, ça nous fait sourire maintenant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Vous l'avez certainement découvert sur Netflix et même si vous n'êtes pas fan de Formule 1, je vous conseille d'écouter ce podcast avec une personne tellement humaine. Pause vous amène sur les pas d'un des pilotes de Formule 1 les plus prometteurs de sa génération. Pourtant, rien ne le prédestinait à une telle carrière. Né dans l'Eure, il grandit au sein d'un milieu modeste auprès de ses parents d'origine espagnole, propriétaires d'un garage près d'Évreux. À peine 5 ans, il tombe amoureux du volant qu'il ne lâchera plus jamais. En 2016, il fait ses débuts en Formule 1 après avoir été soutenu par Mercedes puis avoir intégré Alpine, l'équipe de Formule 1 de Renault. Grand vainqueur du Grand Prix de Hongrie en 2021, il dénote par ses origines atypiques pour le milieu de la F1, mais surtout par sa persévérance et son travail assidu. Le temps d'une pause, il nous dit tout sur le quotidien d'un coureur automobile en nous parlant de ses échecs, de ses succès, des dessous de la Formule 1, ainsi que des ambitions qu'il nourrit. Bonjour Esteban Ocon. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir sur ce podcast. Ouais, c'est cool. Comment tu vas ? Bah super, tout va bien. On est entre deux grands prix, une petite semaine où je peux me ressourcer, je peux m'entraîner pour me préparer avant de repartir pour le prochain. Ouais, en fait, ta vie, c'est ça. C'est rare d'avoir une semaine off, en fait. Exactement, ouais. C'est même quasiment jamais, à part en août peut-être, ou la semaine, on va dire, de Noël et le jour de l'an. Parce que forcément d'être pilote de F1, de voyager partout dans le monde sur tous les grands prix, il y a le côté physique bien sûr qui est hyper important, donc il faut que je travaille tous les jours pour ça. Et il y a aussi le fait qu'on doit être tout le temps en train de voyager, travailler avec l'équipe. Il y a plus de 1000 personnes qui travaillent pour deux voitures, donc voilà, ça prend du T'as un peu de temps. pression, quoi. Exactement, il y a de la pression, il y a des enjeux et forcément c'est un travail à temps complet où on compte pas les heures parce que je suis un grand passionné forcément. Et Esteban, dis-moi, parce que c'est vrai que nous, ce qu'on voit, les gens qui regardent la F1, ils te voient le week-end avec les essais, puis le Grand Prix. Là, tu me disais que justement, tu travailles tous les jours. C'est quoi tous les jours? C'est 1 heure, c'est 5 heures, c'est du travail technique, c'est tactique, c'est physique. C'est quoi ce qui se passe derrière? Les gens vont penser que en fait un Grand Prix de F1 c'est samedi dimanche. Bah oui. C'est ce qu'on voit à la télé forcément. Et bien sûr il y a les essais le vendredi, mais on pense que voilà c'est 3 jours entre guillemets à fond. Alors que non, pour nous un Grand Prix c'est une semaine. C'est le simulateur qui va être une journée complète d'essai avant le Grand Prix. Donc on va préparer, travailler avec toute l'équipe. Pour être sûr d'avoir la meilleure voiture possible quand on arrive sur ces Grands Prix. Donc ça, c'est toutes les semaines, au moins 1 à 2 journées par semaine en fonction de ce qu'on a à faire exactement. Donc je vais passer pas mal de temps en Angleterre. Et il y a le reste aussi, bien sûr, tout le travail physique qui va être des grosses séances, que ce soit cardio, que ce soit musculation, que ce soit réactivité, coordination. Donc on va passer des journées complètes en salle. Pendant l'année, ça va être à peu près du 3 heures par jour. Pendant l'hiver, on va développer. C'est des vraies journées de 9 heures à midi, à 13h30, à 18 quoi. Donc là, tu me dis que en salle, tu fais 3 heures pendant l'année et 6 heures en hiver. C'est-à-dire que 6 heures, tu vas faire de la salle à... c'est pas uniquement de muscler, c'est du cardio, c'est... Ouais, voilà, c'est complet. C'est pas juste on va Oui, soulever t'es des pas un poids et faire de bodybuilder. l'hypertrophie. Non, exactement. Ça va être, il va y avoir beaucoup de renforcement. C'est important d'être solide, d'être gainé.
d'avoir un muscle endurant mais aussi puissant. Il nous faut un cardio voilà qui est à toute épreuve. Donc on va passer beaucoup de temps sur les vélos, sur voilà les tapis de course ou courir en montagne. Et ça c'est ce que je vais faire pendant toute la préparation d'hiver sur Annecy. Quels sont les chiffres que tu peux nous donner qui font comprendre en fait l'intensité d'une course en termes de G, en termes de kilométrage? Il y a plusieurs choses, je pense, qui peut parler aux gens. La première chose, c'est beaucoup de personnes disent bah, si on freine à fond sur une voiture, on va se taper la tête contre le pare-brise. Il faut savoir qu'une voiture de route à peu près normale va atteindre à peu près 1 G maximum en freinant à toutes ses forces sur la pédale de frein. Nous, ce qu'on va subir sur les jets latéraux dans des virages rapides en Formule 1, c'est 6 fois ça. Donc c'est 6 G et pendant 2 heures du coup de course sur un Grand Prix. Donc c'est à peu près des jets pas comme les avions de chasse forcément, qui sont un peu plus, ils vont atteindre 8 ou 9 peut-être. Mais nous, voilà, on va atteindre 6 sur des pics. C'est des voitures qui défient les lois de la physique. Et voilà, c'est ce qu'il y a de plus rapide forcément sur Terre. Donc il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on soit fort, qu'on soit endurant. Sinon, bah, ça peut, premièrement, être dangereux et deuxièmement, on va ne pas performer. Merci Esteban pour toutes tes explications. Donc tu es né en 1996, tu as grandi dans l'Eure, Évreux précisément, auprès de tes deux parents, donc Laurent et Sabrina. Ils tenaient, alors ça c'est certainement un intérêt pour ceux qu'on va voir après, ils tenaient un garage. Tu deviens passionné de F1, mais c'est parfois les parents, c'est souvent les parents qui montrent cette passion-là. Non, ça n'a pas été du tout comme ça. En fait, bien sûr, mon papa et ma maman avaient ce petit garage en fait où ils étaient tous les deux et mon papa, bien sûr, travaillait sur la partie mécanique, voilà, des voitures. Il y avait un peu ce côté magique où je partais le matin de l'école et je voyais cette voiture démontée qui était en pièces forcément. Mon papa avec les mains pleines de cambouis, voilà, jusqu'aux avant-bras. Et je revenais en fait de l'école et je voyais cette voiture toute remontée qui avait pris vie, qui démarrait. Et pour moi, voilà, c'est une passion l'automobile depuis tout jeune parce que j'en ai vu beaucoup de sortes de voitures différentes. J'ai vu le côté mécanique, tout le côté travail que mon père bien sûr a fait là-dessus. Et j'ai toujours en fait trouvé cette liberté en voyant une voiture qui démarre et j'ai toujours trouvé ça en fait très satisfaisant. Et voilà, j'adore les voitures, que ce soit des voitures anciennes, que ce soit les voitures modernes. Je suis juste un grand fan d'automobile en général. T'en as combien aujourd'hui des voitures? J'en ai quelques-unes. J'ai la chance maintenant d'avoir mon papa qui travaille, oui, pour ma petite collection de voitures. Donc, T'es fan, tes parents sont au garage, t'es absolument fan de voitures. mais il n'y a rien encore de Oui, t'as compétition rien. à ce moment-là. T'as rien. Exactement. Et ce que j'aime bien, c'est que t'as aussi dit, c'est marrant, tu dis encore aujourd'hui, t'aimes la voiture parce que t'as un sentiment de liberté. C'est ça. Ce que je vais faire avec les amis, voilà, quand j'ai un peu de temps off, ça m'arrive de temps en temps quand même. Voilà, on va prendre des engins et puis peu importe, voilà, ça roule, ça fait du deux roues, ça va dans la terre ou ça va sur la route, on va aller faire un tour, on va s'amuser quoi. Voilà, moi c'est ce que j'aime, c'est ce sentiment de liberté, c'est ce sentiment de pousser, de puissance et puis l'adrénaline aussi que ça procure. Donc t'es tout jeune, quand je lis ton histoire, tu te retrouves en mini-kart, et là t'as quoi? T'as 4-5 ans? Comment tu fais? Parce que là, tes parents ont quand même, on l'a dit, des revenus modestes. On sait très bien que le karting, pour toute personne qui a pu voir un karting pas loin, ça coûte quand même un peu d'argent pour faire juste un tour. Alors, en faire une passion, ça demande beaucoup plus que ça. Alors ça a été un peu par hasard, hein. Bon, il faut savoir que mon père c'est quelqu'un de très, c'est un grand compétiteur dans tout ce qu'il a fait. Il a été champion de France de cyclisme junior quand il était plus jeune. Et malheureusement, voilà, il n'a pas réussi à percer dans le milieu voilà du cyclisme parce que pour plein de raisons, pas les bonnes personnes, pas le bon entourage et voilà, c'est quelqu'un qui avait des possibilités et des capacités pour être professionnel sûrement, mais qui n'a pas réussi pour d'autres raisons. Ça c'est une chose, mais on va y revenir après de pourquoi. Voilà, je vous dis ça tout de suite. Euh, je suis arrivé en fait dans le karting un peu par hasard, on va dire, parce que mes parents étaient avec des amis dans un complexe un week-end où il y avait du paintball, jet ski et karting. Et en fait, il y avait ce petit baby kart à ce moment-là où voilà, je saute dedans et je dis je veux faire un tour, je veux faire un tour. J'avais 4 ans à ce moment-là. Il y avait un autre jeune, un autre petit aussi qui était avec moi à ce moment-là. Donc les moniteurs disent OK, ils peuvent partir, faire un tour. L'autre petit donc part en même temps que moi, il se tape tout de suite la barrière.
Moi, pendant 15 minutes, les moniteurs ont pas réussi à m'arrêter parce que j'arrivais à les esquiver en fait comme des cônes. Donc personne n'arrivait à m'arrêter. Pendant 15 minutes, je me suis pas arrêté. Et ça a commencé comme ça en fait. Moi, je réclamais de faire du karting tout le temps. Donc j'ai eu ce petit kart à Noël où je commençais sur la pelouse de chez moi. C'était un hobby, hein. À ce moment-là, c'était les petits karts avec les moteurs de débroussailleuse, hein. Donc voilà, à ce moment-là, on se doutait pas de ce qui allait arriver, quoi. Ce qu'il faut que nos auditrices et nos auditeurs comprennent, c'est qu'à un moment, tes parents vont décider de dédier une grande partie de leur existence à ton succès. Ils vont vendre leur garage, vous allez habiter dans une caravane. À quel moment ça s'est passé chez toi? À quel âge ils se sont dit on arrête tout et Esteban, tu seras celui de la famille qui réussit? Ça a été, je pense, quand on avait quand j'ai eu 10 ou 11 ans. En fait, on a commencé les compétitions, donc du coup, quand j'avais 7-8 ans, je roulais déjà à l'époque avec Charles Leclerc, avec Pierre Gasly, avec plein d'autres voilà, professionnels qui y a de maintenant, hein. Et j'ai gagné voilà beaucoup de compétitions régionales, nationales à ce moment-là. Et c'est là où c'est devenu de plus en plus sérieux, où il y a des écuries en fait qui commençaient à nous parler, des écuries de Formule 1 pour gérer en fait ma carrière jusqu'après. Sauf qu'à ce moment-là, bah c'est pas quelque chose qu'on avait signé ou qu'on avait la possibilité à ce moment-là. Donc on a commencé à partir sur les courses internationales en fait quand j'avais 11 ans, 12 ans. Et là, ça commençait à coûter voilà beaucoup d'argent. Donc forcément, mes parents bah se sont dit c'est le seul moyen. Donc il faut qu'on sacrifie le maximum possible, hein, bien sûr, pour continuer. Tu le comprends ça? Comment tu analyses ça quand tu as 11-12 ans? Bah, j'avais beaucoup de poids forcément Ouais, c'est une charge mentale considérable. c'est sûr, mais en fait, je vais revenir là-dessus. Mais mon père, quand il était plus jeune, m'a dit quelque chose qui restera gravé, hein, je pense. Euh, quand, quand il était sur le point où sa carrière voilà, n'allait plus avancer, et il s'est dit le jour où j'aurai un fils, bah, je ferai les choses différemment. Euh, je trouverai les bonnes personnes pour l'entourer. Et s'il a un talent et s'il veut aller quelque part, voilà, je donnerai le maximum pour que ça arrive. Donc, lui et ma mère, hein, bien sûr, ont tout fait, vraiment tout, ont dédié leur vie pour me faire réaliser mon rêve, en fait. Parce qu'ils voyaient que, ouais, il y avait peut-être une possibilité et qu'on pouvait avoir une vie bah, forcément différente. Mais aussi parce que bah, moi, je vivais que pour ça, en fait, que pour rouler, que pour la compétition. Et c'est toujours le cas maintenant. Donc, c'est sûr que c'est un chemin assez différent de tous les autres pilotes de F1. Tout le monde a eu leurs difficultés hein, pour arriver jusqu'à la F1. Nous, on en a eu beaucoup, mais je pense que la récompense de nos jours, elle est encore plus grande. Et ça, bah, ça nous fait sourire maintenant. Esteban, je te propose maintenant une pause amicale, je vais dire familiale. Le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute. Bonjour mon fils, j'espère que tu vas bien. J'avais une petite question à te poser. C'est quoi ton meilleur souvenir des années karting? C'est papa, Laurent. C'est papa. Il y en a beaucoup. Je pense que c'est peut-être un souvenir bah, qui peut sembler un peu étrange pour les gens, mais je me rappelle, on était garé sur cette montagne au Grand Prix de karting de Monaco. On faisait à l'époque en 2010. Et je me rappellerai toujours me réveiller dans la caravane, bah, comme tous les matins, hein, mais ouvrir la porte et avoir en fait la mer juste en face parce qu'on était sur le rocher à côté du stade de foot de Monaco. Ouais, salle Louis II. Simplement. Salle Louis II. Et donc, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que les gens comprennent, c'est que vous avez habité, donc quand vous avez vendu le bien, comme ça, vous partiez d'un Grand Prix à un autre Grand Prix de karting. T'as habité combien de temps dans une caravane? 3 ou 4 ans, je pense. Ça a été surtout au début parce que bah, bien sûr, on avait pris ce choix de faire ça comme ça, et puis c'était ce qu'il y avait de mieux, hein, parce que on voyait les autres pilotes aller à l'hôtel, c'était bien, qu'ils aillent à l'hôtel, il y a pas de problème, hein, c'est très confortable, mais ils perdaient 1 heure de sommeil à chaque fois parce que nous on dormait sur la piste, donc moi je pouvais me réveiller plus tard et puis travailler plus longtemps le soir avec mon papa sur le karting, donc être plus préparé et puis être du coup meilleur. Voilà, nous c'est comme ça qu'on le voyait. On l'a dit, c'est un sport
coûteux. Il y a beaucoup de fils d'eux. Tu te retrouves beaucoup avec, on le voit aujourd'hui d'ailleurs sur la ligne de départ, tu as souvent des enfants des propriétaires, ou pendant longtemps, c'est encore le cas aujourd'hui. Si tu peux financer une partie de l'écurie, c'est plus simple pour avoir un baquet, pour avoir une place dans l'écurie. Donc toi, tu grandis dans un monde quand même où tu n'as pas ces codes. Toi, tu vas dans la caravane. Et quand en plus tu les bats, c'est ça, à la rigueur, tu les bats pas. Mais quand tu les bats, est-ce que c'est des moqueries? Est-ce que là aussi, c'est une autre charge mentale que tu as? Comment tu vis ça? Est-ce que c'est sympa ou comme dans la vraie vie, c'est dur? Non, moi, je pense qu'en fait, ce qui est beau avec le sport, c'est que peu importe d'où on vient, à l'extérieur, quand on est sur la piste, ou quand on est sur le ring, ou quand on est sur le terrain de foot, ou peu importe dans les autres sports, en fait, il y a pas cet aspect extérieur qui rentre en compte. C'est le talent pur, c'est ce qu'on a fait avec notre machine, voilà, c'est le sport, tout simplement. Donc peu importe d'où on vient. Je pense qu'il y a des difficultés dans tous les milieux. Moi, je ne dénigre pas comment les autres pilotes sont arrivés en Formule 1, loin de là. Je pense que quand on arrive, même avec bien sûr un argent plus conséquent en sport automobile, il faut quand même faire ses preuves, il faut quand même gagner les championnats. Et voilà, c'est juste le sport pur. On se retrouve tout seul. Hein. À ce moment-là, il n'y a plus personne autour, il n'y a plus le staff, il n'y a plus tous ces gens qui vont nous entourer. C'est nous et l'outil. J'ai du mal à croire si tu me dis que tu n'as jamais eu de soucis. Je me focalise pas du tout dessus, en fait. C'est surtout les équipes professionnelles, en fait, qui se disaient comment c'est possible qu'ils font ça avec si peu de moyens. Et à l'inverse, toi, parfois, tu t'es dit, il a quand même ce poste-là ou ce baquet-là, c'est injuste. Je me le suis déjà dit sur quelques occasions, mais je me suis toujours mis dans l'optique que mon travail paierait à un moment ou un autre. Ça a été quand j'étais plus âgé, vers mes 17 ans. Voilà, je gagne le championnat de Formule 3. Forcément, on se dit, il y a peut-être un avenir rapide qui peut arriver en Formule 1. À ce moment-là, on n'a plus de solution parce que la société de management qui me suivait, qui s'appelait Gravity Sport Management à l'époque, qui m'avait suivi depuis mes années karting, tout financé ma carrière jusqu'en Formule 3, a eu des problèmes. Donc ça aurait été normalement la voie normale de faire Formule 3, Formule 2. Mais voilà, plus d'argent, donc plus de possibilités pour moi de continuer à ce moment-là. Donc là, on se dit, c'est simple, je vais retourner travailler avec mon papa dans les voitures. Ma carrière va s'arrêter là, alors que j'étais champion d'Europe de Formule 3, quoi. Et d'autres pilotes forcément ont pu continuer. Des pilotes qui avaient pas gagné le titre, hein, par exemple. Mais voilà, on a réussi à trouver des solutions via Mercedes, via Toto Wolff, donc qui est une rencontre assez importante. Il faut absolument que je parle d'une rencontre que j'ai fait, qui a été hyper importante pour ma carrière. La première personne, une des premières personnes clés dans ma carrière, quelqu'un avec qui je travaille encore maintenant, qui s'appelle Gwen Lagrue. Et on a eu un meeting quand j'avais 12 ans, je pense. Où voilà, on arrivait, je me rappelle, tout préparé avec les petites feuilles, les chronos, pour montrer en fait que voilà, on était compétitif et qu'on pouvait se battre contre ces grosses équipes. Et je me rappelle, on est arrivé 1 heure en retard parce qu'on a eu un problème avec le camion qui est tombé en panne sur l'autoroute. Non. Donc mon père est arrivé encore avec les mains plein de cambouis. On est arrivé 1/2 heure en retard, donc bien sûr, très gêné à cause de ça. Qu'est-ce que faisait Gwen? Qu'est-ce que faisait Gwen à ce moment-là? Gwen, avec Éric Boulier, en fait, gérait le programme Gravity Sport Management. Voilà. Et Gwen, maintenant, en fait, a eu la même transition que moi, est passé du côté management Mercedes. Donc voilà, il manage tout le programme jeune pilote chez Mercedes. Donc je fais partie toujours. Hein. Parce que tu es toujours jeune. Attends. Oui, tu es toujours sûr, jeune. Je suis pas si vieux encore. Mais du coup voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, mon père m'a toujours dit de s'entourer voilà des bonnes personnes. Tu rencontres Gwen, à l'époque c'est chez Gravity, je crois que c'était Gérard Lopez qui avait monté cette structure. Exactement. Eric qui avait monté ça.
Là, c'est plus compliqué. Tu te retrouves dans la continuité, Toto Wolff. Et d'ailleurs, tu le disais toi, je pense que c'était ce que tu disais, et je te cite, hein, s'il ne m'avait pas aidé entre fin 2014 et début 2015, à l'heure actuelle, je serais probablement en train de faire cuire des burgers chez McDonald's. J'étais sur la paille. Quand tu étais plus jeune, tu étais fan, enfin, tu avais le poster de Michael Schumacher chez toi. Et moi, je me disais par rapport à Lewis Hamilton, qui a 10 ans de plus que toi, mais il n'empêche, je le trouvais assez bien représentatif de ta réussite, avec un papa qui a dédié beaucoup pour lui, qui n'avait pas grand-chose, qui a fait une réussite exceptionnelle. Ça a été aussi un moment où il était trop jeune, il était trop proche de ta génération pour que ça soit un idole. En fait, oui, quand je regardais la Formule 1, moi, plus jeune, et que vraiment ça m'a donné l'amour du sport, c'était les batailles entre Fernando Alonso et Michael Schumacher. Et Michael, je pense, a changé ce sport du fait que quand il est arrivé et quand il est reparti, l'attente de toutes les équipes, hein, ce qu'elles avaient en fait sur les pilotes et la vision qu'elles avaient des pilotes a complètement changé. Il a révolutionné le détail en fait du travail. Et la famille de Michael n'avait pas grand-chose non plus. T'as raison, le papa était maçon, oui, t'as raison. Exactement, ils ont vraiment tout donné pour que Michael et Ralph, bien sûr, y arrivent. Donc non, ça a toujours été Michael. Je garde toujours les couleurs de son casque aussi comme fond, le rouge fluo. Et puis je suis très ami, bien sûr, avec Mick, voilà, qui est un de mes meilleurs amis. Donc c'est voilà, c'était quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Aujourd'hui, tu es le pilote français le mieux rémunéré. C'est d'autant plus beaucoup d'argent pour quelqu'un qui, encore une fois, a grandi avec peu. Comment justement, toi, cet accès à l'argent, c'était pas du tout pour ça que tu as voulu faire la F1. C'est ça qui est génial, c'était vraiment la passion. Comment tu le vois, ça? Comment tu le gères? Tu t'es déjà bien occupé des gens que tu aimes? Bien sûr, bien sûr. L'important, c'est voilà, de mettre les personnes que j'aime à l'abri. Ça a toujours été la première chose que j'ai voulu faire, et c'est ce que je fais très bien en ce moment. Et voilà, je vais pas parler de ce que je fais vraiment en personne privée de mon argent, mais c'est pas du tout voilà pour ça que je voulais faire de la F1. Pour moi, c'était l'adrénaline, le plaisir de conduire les voitures les plus rapides du monde. Mais c'est clair que oui, c'est une belle récompense après ce qu'on a vécu, et je peux en faire profiter voilà les personnes qui sont autour de moi. En parlant de sens, parce que c'est vrai qu'on voit que de plus en plus de personnes sportifs ou non sportifs essaient de trouver aussi un sens dans tout ce qu'ils font. Est-ce que toi, tu as du temps que tu dédies, de l'argent ou du temps pour des causes qui te sont chères ou qui te sont chères à tes proches? Je me pose de plus en plus la question, et c'est des choses que j'ai déjà fait un petit peu avec voilà, des choses simples, des petits gestes, mais qui comptent au final, hein. J'ai travaillé avec l'association des Petits Princes, où j'ai fait gagner en fait avec une tombola mon casque du Grand Prix de France. Et voilà, ça a fait bien sûr une contribution pour réaliser des rêves d'enfants. Donc voilà, c'est des choses que je vais faire de plus en plus parce que voilà, j'aime aider. J'ai jamais été vraiment dans le besoin de mon côté, mais il y a des personnes qui m'ont aidé, et ça je l'ai toujours vu, et j'ai toujours voulu remercier en réussissant les personnes qui m'ont aidé. Mais oui, c'est des choses bien sûr que je veux transmettre parce que c'est les gens qui peuvent le faire doivent le faire tout simplement. On est en 2016, on avance un peu parce qu'on parle de Formule 3. À ce moment, la Formule 3, tu es le meilleur d'Europe. Hein. Tu bats même Max Verstappen. Max Verstappen, on en parle beaucoup dans ton domaine parce qu'il gagne, il gagne, il gagne, il gagne. Donc peut-être qu'un jour, ça va s'arrêter. Mais en tout cas, toi, tu l'as battu. Tu deviens à un moment ou à un autre pour Mercedes le pilote de réserve. Puis tu intègres pilote de réserve chez Renault F1 Team et tu rentres en F1 en 2016. Tu te souviens de ce premier moment? Ça doit être magique. Ouais, c'était fou. C'était dingue. C'était fou. En fait, je me suis retrouvé avec des Sebastian Vettel, avec des Fernando Alonso, avec des Jenson Button sur la grille, des gars que je regarde. Ils te calculent ou pas? Ils te calculent, toi, quand ils te voient, ils sont sympas ou Oui, ça va. Il y a du respect entre pilotes, mais en fait, je me retrouve sur la grille et c'est mes ennemis, alors que c'est des gars que je regarde à la télé depuis des dizaines d'années. Donc c'est juste fou. Mais tout ça, en fait, faut se l'enlever
dans la tête directement quand on arrive. Voilà, les gars, ils ont 2 bras, 2 jambes, ils sont tous battables. C'est comme ça qu'il faut se dire. Parce que si on arrive et puis qu'on les idolâtre, bah forcément on peut se faire manger rapidement. Donc non non, il y a eu ce moment où je me suis dit ok, ouais, là on y est. Ils sont tous autour de moi là sur la parade des pilotes, c'est fou. Mais maintenant faut aller au charbon quoi. Quand on ferme la visière, il y a plus de Jenson Button, plus de Fernando, on y va quoi. Il faut avoir la rage de vaincre et être prêt à tuer tous ceux qui sont autour. Hein. C'est dur à dire comme ça, hein, mais c'est la dure loi du plus fort dans n'importe quel sport de haut niveau. Voilà, il faut performer à chaque fois, sinon sa place peut être très vite sur la sellette, quoi. Donc non, non, c'est comme je l'ai dit, la dure loi du plus fort, à celui qui va être le meilleur, et c'est ce que je veux être, le meilleur. Donc 2017, tu fais une année complète, Force India. Je pense que 2016, tu remplaçais un pilote, c'est ça, hein, si je me trouve bien. Et donc là, 2017, là, tu trouves aussi avec du lourd, hein, parce qu'en face de toi, tu as Sergio Pérez. Moi, ça m'a toujours un peu intéressé, sinon fasciné, la relation entre deux pilotes dans une écurie. Mais avant ça, en fait, comment ça se passe les mercatos? C'est le jeu de la chaise musicale, en fait, un peu. Hein. C'est vraiment un peu ça. Hein. Il y a que 20 sièges, donc ça reste, ça bouge pas. Mais par contre, il y a beaucoup de pilotes qui cognent aux portes pour pouvoir rentrer ou pour rester. Donc voilà, il faut avoir un CV conséquent. Il faut avoir prouvé qu'on a sa place. Et il faut avoir les bonnes personnes qui discutent aussi avec les patrons d'équipe. Donc pour moi, bien sûr, c'est Gwen qui gère tout ça depuis maintenant beaucoup d'années. Pour l'instant, voilà, je suis managé par Mercedes, mais je suis 100% pilote Alpine. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais Alpine a aussi une agence, en fait, Oui. il manage aussi. Ouais, d'accord. Dont je faisais partie à l'époque parce que ça s'appelait Gravity Sport Management, mais c'était l'Alpine Academy en fait. Donc c'est drôle en fait, on se retrouve toujours un petit peu dans les mêmes choses. Mais oui, en fait, on peut signer voilà pour une année, 1+1 ou 2+1. Ça, c'est des options en fait que l'équipe peut saisir ou pas. Moi, voilà, chez Alpine, j'ai signé pour 2 ans quand je suis arrivé chez Renault en 2020 et 3 ans à partir de 2021. Donc voilà, pour l'instant, je suis avec Alpine pour 2023 et 2024. D'accord. Et là, il y a aussi des mercatos où si quelqu'un veut Esteban Ocon, il va racheter ton contrat. Ça se passe assez régulièrement. C'est possible. C'est assez rare. C'est assez rare, mais c'est déjà arrivé. Tu termines ton contrat et normalement Souvent, après tu voilà. C'est comme ça que ça fonctionne parce que c'est un gros budget forcément de racheter le contrat d'une autre écurie. Donc du coup, les écuries attendent plutôt l'échéance pour faire un choix. Tu parlais tout à l'heure, ça m'avait intéressé. Tu disais Michael Schumacher a changé l'industrie de la Formule 1. Il y a quelque chose qui a changé la vision que le monde a de la Formule 1. Tu as compris qui c'était, ça s'appelle Netflix. Toi, tu l'as senti de l'intérieur qu'il y avait un avant et après? Ah si, énorme, honnêtement, incroyable. Le changement avant-après, il était fou et en fait, c'est quelque chose où j'ai été très bien conseillé rapidement parce que j'ai passé beaucoup de temps de tournage en fait sur cette saison 1 avec Netflix et il y a plein d'équipes et plein de pilotes qui disaient oh non, nous on veut pas faire. Et du coup, j'ai eu 1 épisode et demi, je crois, sur moi sur cette saison 1 et bien sûr que ce soit niveau follower mais que ce soit niveau notoriété. Voilà, quand je sortais dans la rue, j'avais peut-être 1 ou 2 photos. Après Netflix, c'était voilà très différent. Bien sûr, après ma victoire, encore plus. Hein. Maintenant, ça devient plus difficile pour moi de sortir dans la rue, mais voilà, c'est que des bonnes choses, c'est que de la bonne visibilité. Voilà, de passer sur une plateforme si grande et c'était plus forcément juste les fans hardcore de sport automobile qu'on voyait. Mais ça s'est plus ouvert en fait au grand public et ça c'est une lumière qui n'a pas de prix. Netflix, suite à ça, une équipe qui a vendu à Netflix ce programme, l'a fait aussi sur le golf, sur le tennis. Ils l'ont sorti également sur le Tour de France. Donc il y a une vraie appétence du public de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. De l'intérieur, exactement. Les choses qu'on ne sait pas forcément. Ce qui a fait la différence en fait, c'est que à l'époque, c'était interdit de filmer dans le paddock. On ne pouvait pas faire une vidéo de 5 secondes dans le paddock avec l'ancien propriétaire ou les anciennes équipes propriétaires de la Formule 1. Donc en fait, quand les gens ont vu qu'on pouvait filmer de l'intérieur et qu'il y a ça qui est arrivé,
ça a fait un choc à tout le monde en fait, en se disant ah oui, c'est comme ça de l'intérieur. C'est impressionnant en Et fait. c'est impressionnant. Et ce qui est intéressant, et d'ailleurs la personne qui nous a mis en contact, et je veux le saluer là, c'est Cyril Abitboul. Et c'est vrai aussi, Cyril a eu lui aussi une belle visibilité la première année où il était responsable, parce que Cyril était responsable de F1 Renault, donc c'était pas Alpine à l'époque, c'était Renault F1, et justement avait réussi comme ça aussi à être très, très honnête en fait. C'est ça qui est assez génial quand tu es suivi autant d'heures, et je suis sûr que c'était le cas pour toi, au bout d'un moment tu fais même plus attention, ils sont là tout le temps. Donc, il y a le micro allumé partout. Il faut faire attention. Oui, bien sûr. Il faut faire attention. Et surtout, ce que tu as signé, parce que toi, tu l'as signé, tu n'as absolument accès à rien. Donc, globalement, quand tu le vois sortir, tu chocottes. Je suis sûr que tu chocottes un peu parce que tu dis comment tu vas être mis en avant. Mais c'est le jeu. Jamais, ouais. C'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il y a certains pilotes qui n'étaient pas forcément contents de comment ils ont tourné l'histoire, comment ils sont apparus en fait dans la série. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a plutôt mis une bonne lumière à la place de mettre des choses négatives. Donc ça va. Ouais, c'est ça. Je suis content. Et puis, c'est vrai. Et après, tu vois, les années se passent avec. Donc, on parlait de Toto Wolff tout à l'heure, qui est celui de Mercedes, t'as celui de Red Bull qui s'appelle Horner. Et donc, tu vois, voilà, il y a aussi une montée en pression qui se passe. Mais bon, ça, c'est assez normal. En parlant de la Formule 1, souvent, les gens se posent ici la question est-ce que c'est un peu comme, tu sais, les cavaliers avec leur monture? Est-ce que c'est le talent du pilote? Est-ce que c'est la qualité de la voiture? Comment toi, si tu veux me mettre sur 100%, pour toi c'est 50-50? On en a souvent parlé justement avec le succès de Mercedes avec Lewis Hamilton. Dès que Mercedes est un peu moins performante, on se dit, est-ce que vraiment c'est que le pilote? Je pense que c'est très loin de la vérité, malheureusement, et c'est quelque chose que la F1 est en train de pousser de plus en plus, en fait. Tous les pilotes qui sont en Formule 1 ont gagné des titres. Moi, j'ai été champion d'Europe. Charles a été champion du monde. Tous les pilotes qu'il y a sur la grille ont gagné quelque chose. Donc, on est les 20 meilleurs pilotes qui sont montés crescendo de catégorie en catégorie. Et je pense que du premier au dernier, on est à peu près tous séparés par peut-être 3 dixièmes. Et ça dépend des courses. Sauf que le gap qu'on voit maintenant, il est à plus d'une seconde entre le premier et le dernier. Et ça se traduit par la voiture, tout simplement. Donc, je dirais que c'est plutôt 95-5, malheureusement. Waouh. C'est plutôt 95% la voiture qui va faire qu'on peut se battre pour des victoires et des podiums. Bien sûr, il faut toujours battre son coéquipier pour gagner le titre. Mais il faut avoir une voiture compétitive pour pouvoir se battre devant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur la grille. La F1 est en train d'essayer de limiter, bien sûr, les budgets depuis quelques années. Donc ils ont mis un budget cap pour toutes les équipes, donc on n'a pas le droit de dépenser plus qu'un certain montant. Le montant a évolué, donc je sais plus exactement, mais je crois que pour l'année, ça devrait être aux alentours de 140 millions pour 2 voitures. Et du coup, on voit que les équipes se resserrent de plus en plus, ça devient de plus en plus serré. Et dans quelques années, je pense que ça deviendra vraiment le meilleur pilote qui gagnera à la fin le championnat du monde, sans dénigrer bien sûr tous les autres pilotes qui ont gagné par le passé, parce que il y a énormément de talent et je pense que Max est vraiment au top de son sujet en ce moment, et Lewis a redéfini les limites de ce qui était possible de faire aussi en Formule 1. Mais c'est clair qu'on aimerait tous pouvoir se battre pour des victoires sur chaque Grand Prix. Toi, tu as une pré-routine, tu fais toujours la même chose. Est-ce que exemple, le jour du Grand Prix, tu te lèves du pied droit, tu mets le même caleçon, je te dis n'importe quoi, mais est-ce que toi aussi, souvent les sportifs, ils ont ces petites choses-là qui disent, moi, je vais faire ça à chaque fois? Ouais, j'ai pas mal de petits trucs. Bien sûr, quand on a eu un week-end avec du succès et des moments où ça marchait très fort, on aime bien garder les mêmes automatismes, donc de faire à peu près tout le temps la même chose. Donc on a une routine avec mon physio où on s'échauffe toujours de la même manière. Où je vais m'habiller toujours au même moment, où je vais arriver toujours à 15 minutes à peu près avant dans le garage, avant de devoir monter dans la voiture. Je vais monter toujours du côté droit de la voiture à la place de monter du côté gauche. Donc voilà, c'est des petites choses
que je garde et qui me font que voilà, je suis dans ma zone et je suis dans ma routine, quoi. Mais même quand ça marche pas, quand tu as un très mauvais week-end, est-ce que tu fais à peu près la même chose ou à l'inverse, tu essaies de changer ou pas du tout? Non, surtout pas, parce que si on change, après, ça marche plus. Ok, bon, pas bon, c'est la routine. Une autre pause amicale, et cette fois-ci, c'est un autre copain à toi que j'ai eu ici qui va te poser une question. Salut Esteban, c'est Nico. J'espère que tu vas bien. Question que moi j'aime bien poser dans les podcasts, c'est un peu aussi, c'était quoi un des moments les plus difficiles pour toi dans le sport? Peut-être quand tu as eu quelques accidents avec tes coéquipiers, que ça on a en commun, parce que moi aussi j'ai eu des accidents avec les coéquipiers, avec Lewis Hamilton, toi tu les as eu avec, je me rappelle plus qui c'était, mais peut-être ça c'était un moment les plus difficiles dans ta carrière, parce qu'après il y a toute l'équipe qui évidemment critique, etc., et te donne des fautes ou de l'autre des fautes, etc. Peut-être explique-nous un peu comment ça s'est passé et comment tu as géré ça pour en revenir après mentalement aussi. Ça serait intéressant. Merci. Merci Nico Rosberg. Écoute, passe me voir, Nico. Je sais que tu es de temps en temps avec Sky à la télévision, mais voilà, ça me fait plaisir c'est quelqu'un qui a été très supportif en fait de moi, qui m'a donné beaucoup de soutien. Quand je suis arrivé en Formule 1, Nico, en 2016, on parlait beaucoup et lui jouait le titre en plus. Cette année-là, il a toujours été très sympa avec moi. Donc il est tellement sympa, Nico Rosberg. Exactement. Donc merci pour ta question, Nico. Et écoute, oui, c'est pas des bons moments, donc c'était peut-être pas la bonne question, mais c'est pas grave. On va y répondre quand même. C'est vrai que les gens raffolent de ces petites histoires. Ben oui, c'est clair. Ben oui, excuse-nous, Esteban. C'est la télé-réalité de. Mais on aime ça, ben oui, c'est la vie, ça. Bien sûr. Mais non, ça c'est pas. Voilà, on va pas se frapper dans le. Dans le Sergio Pérez, t'étais pas loin quand même. Non. Honnêtement, voilà, j'étais jeune, c'était ma première grosse altercation avec un pilote expérimenté qui avait déjà fini sur le podium. Bien sûr, on s'est touché trop de fois, ce qui n'a pas changé le résultat final de l'équipe. On a surperformé avec la voiture qu'on avait. On se battait très proche, bien sûr. J'étais très bon en qualif, il était très bon en course, donc du coup on arrivait très proche à certains moments. Mais même avec Fernando Alonso, voilà, c'est arrivé. On s'est touché aussi dans l'Alpine fin d'année dernière au Brésil ou à quelques autres courses aussi. Mais quand on se bat dans le même dixième en fait entre deux pilotes et que on se qualifie l'un à côté de l'autre et qu'on tire le maximum de la voiture week-end après week-end, forcément il y a des moments où ça va être proche en piste et c'est normal. Mais il faut limiter les dégâts. Voilà, à ce moment-là, et c'est ce qu'on a fait les deux fois où c'est arrivé, que ce soit avec Force India ou que ce soit avec Alpine, avec Fernando, on a réussi à avoir le résultat équipe, ce qui est important pour l'équipe. Et on a beaucoup de respect, l'un pour l'autre avec Sergio ou l'un pour l'autre avec Fernando. On s'entend toujours très bien. Et de ce côté-là, voilà, c'est ce qui est important, qui est une bonne alchimie entre les deux côtés du garage. Qui ait des débats, qui ait du challenge des deux côtés pour tirer l'équipe vers le haut en fait. Et ça, c'est toujours quelque chose qui a eu et qui n'a jamais changé malgré ce que la presse pouvait dire. Peut-être pour toi, moi j'ai l'impression quand même que dans d'autres équipes, c'est pas le même amour que les deux. Et c'est peut-être normal aussi, tu le dis peut-être, c'est peut-être normal qu'il y en a toujours un qui est peut-être mis en avant, souvent dans les équipes, ce qui n'est pas forcément le cas pour toi. Vous avez une certaine égalité. Mais parfois, dans certaines équipes, tu as quand même un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. C'est vrai. En tout cas, ça m'est jamais arrivé de ce côté-là. Et c'est quelque chose, justement, que Gwen appuie sur le contrat, qu'il ne doit pas y avoir de pilote numéro 1 dans l'équipe. C'est quelque chose qui est important aussi pour moi. Moi, je ne veux pas être favorisé d'un côté ou de l'autre. Je veux qu'on ait les mêmes armes pour se battre avec mon coéquipier. Et c'est ça qui me plaît dans la compétition. Et c'est encore la même chose où je reviens quand j'étais plus jeune. Ce que j'ai aimé dans le sport, c'est d'être à armes égales avec tout le monde. Il n'y avait pas du côté extérieur, de qui a le plus de moyens, de politique ou quelque chose comme ça. C'était juste, toi, ton sport et ton talent. Peu importe, ça doit en rester là. Merci Esteban sur cette réponse. 2021, donc tu remportes ton premier Grand Prix. Donc là, Cocorico, c'est suffisamment rare parce que c'est rarissime. Et ça a été rarissime depuis 30 ans, je disais tout à l'heure, qu'un Français gagne un Grand Prix. Depuis les années 90, il n'y a que 3 Français qui ont eu la première place. Est-ce que la victoire a changé quelque chose pour toi ? Bien sûr, elle a changé beaucoup de choses. Je pense le regard
de toutes les équipes envers moi, la confiance que l'équipe alpine bien sûr me porte en voyant que voilà, je suis là, je suis présent et je ne craque pas sous la pression quand il y a une opportunité à saisir. Et c'est quelque chose qu'on a fait à 3 fois maintenant, hein. Que ce soit à Bahreïn, mon premier podium, que ce soit en Hongrie pour ma première victoire, que ce soit à Monaco cette année. Voilà, on arrive à arracher ces positions parce qu'on a une voiture qui ne performe pas à ce niveau-là. Encore pour l'instant, on y travaille, hein, et ça va venir, on va y arriver. Mais pour l'instant, on ne joue pas sur le podium en règle normale. Donc oui, ça a changé le regard, bien sûr, des équipes dans le paddock, la confiance que les gens me portent aussi. Mais ça a changé, bien sûr, des opportunités pour moi de sponsoring, de travail sur les réseaux sociaux, de partenariat, et puis de notoriété, forcément. Et Laurent et Sabrina, alors, suite à ça, c'est un moment magique entre vous trois? Donc, ton papa et ta maman? Ouais, c'était incroyable. Malheureusement, je les ai pas vus tout de suite parce que bah forcément le temps que je rentre, on a fêté ça aussi avec l'équipe. Voilà, on a fait une belle soirée à Budapest avec tout le monde, avec toute l'équipe et c'était vraiment un beau moment. Mais je me rappellerai voilà toujours de cette photo que mes parents m'ont envoyée où toute la famille en fait a débarqué dans la maison familiale à Évreux. Et, euh, et c'était ouais, c'était juste top de voir cette photo à ce moment-là, tout le monde avec la petite coupe de champagne et quand de toute façon quand j'ai passé la ligne, voilà, c'était tout ces moments de sacrifice, tous ces moments de galère qui sont revenus bien sûr dans ma tête et je les ai revus à ce moment-là et du coup bah forcément il y a l'émotion qui est montée. Mais c'est juste le plus beau des feelings de passer la ligne en premier et de se dire bah tout ce qu'on a fait ça a fonctionné et puis voilà on y est à ce moment-là, on a gagné un Grand Prix, ça y est. Ah, bravo encore. Et Esteban, faisons une petite pause F1 à présent pour mieux comprendre le pilote que tu es. Quelle est la plus belle course selon toi? La plus belle course selon moi, bah pour moi forcément c'est le Grand Prix de Hongrie qui restera bien sûr gravé dans mon cœur. Le Grand Prix de France, des émotions incroyables, on en veut un nouveau encore, et le Grand Prix du Japon. Pour moi c'est les trois. En termes de tracé, le Paul Ricard est spécifique, je voudrais dire, mais c'est peut-être pas le plus intéressant. Je pense que le plus intéressant en termes de tracé, ça reste le Japon. Et la Hongrie, mais il y a une émotion particulière pour nous en tant que Français d'aller au Paul Ricard. Ton pilote favori? Michael Schumacher. Tu vas redire toujours été. D'accord. Et si aujourd'hui dans les 19 autres, t'en as un que Non, du coup non. tu veux pas dire ça? Tu veux pas dire? Non, mais je n'ai pas de pilote favori maintenant. Enfin, Non, pas favori, mais en tout cas celui que tu trouves un peu non, c'est difficile. Ouais, je pense que le pilote pour lequel j'ai probablement le plus de respect, c'est Fernando Alonso. En plus, j'ai roulé contre lui. Je suis fier d'avoir fini devant lui aussi au championnat du monde. Mais c'est un pilote qui a des capacités incroyables, mais c'est même pas ça en fait. C'est surtout le fait qu'il a plus de 40 ans, il a déjà tout prouvé et il a encore faim comme s'il venait d'arriver en Formule 1. Et il gagne dans toutes les catégories qu'il a fait. C'est juste un pilote incroyable du début à la fin. Quand tu vois ça entre des anciens pilotes qui font l'IndyCar, d'autres qui font du Rally Raid, toi, tu te verrais, toi qui es fan d'automobile, tu t'imagines après ta carrière de Formule 1 sur d'autres espaces et ce serait quoi l'espace que toi, entre tout ça, entre les 24 du Mans, l'IndyCar, le Rally Raid, t'en as une qui t'excite plus que d'autres? Bah, pour moi, je suis focus en fait à 200% sur la F1. Pour l'instant, c'est mon objectif principal. Bien sûr, j'ai réalisé voilà plusieurs rêves. Le premier, c'est d'arriver en F1. Le deuxième, c'est d'être sur un podium. Le troisième, c'est de gagner une course. Mais il reste que je n'ai pas gagné le titre encore. Et ça, c'est ce que je veux accomplir. Donc, avant de penser à autre chose, bien sûr, ça doit rester sur le fait que je veux être champion du monde et je n'ai pas encore acquis voilà ce statut. Donc on verra par la suite, mais bien sûr, on peut pas dire non à des courses comme les 24 heures du Mans où voilà, j'adore toutes les formes de sport automobile, donc je toucherai au rallycross, au rallye, aux 24 heures du Mans. On verra par la suite, mais en fait, c'est pour ça que tu as tellement d'estime pour Fernando Alonso, je pense, parce qu'en fait, tu t'imagines bien dans 10 ans peut-être avoir une trajectoire où il touche à tout et il gagne très souvent, comme tu gagneras certainement très souvent. Esteban, je te propose une dernière pause amicale. On l'écoute. Salut Esté. On fait tous les GP ensemble depuis un petit moment et quelque chose qui m'a marqué depuis le début,
c'est que tu as toujours le temps pour tes fans. Toujours dispo pour les selfies, les autographes, même quand tu n'as pas le temps. Je sais que tes fans t'apprécient beaucoup et que tu les apprécies beaucoup aussi. Et je me demandais donc, est-ce que ce soutien partout dans le monde est très important pour toi ? Question de Michel Berthelomo, ton agent, qui te pose cette question-là. Il est avec toi depuis maintenant quasiment 2 ans. Alors c'est très important pour moi et merci Michel pour ta question. Michel qui fait du super boulot avec moi, qui m'aide vraiment depuis qu'il a rejoint mon équipe. Hein. On a vraiment franchi des caps ensemble et je le remercierai jamais assez pour ça. Mais oui, c'est très important pour moi parce que quand j'étais plus jeune, je ne citerai pas le nom de la personne, mais voilà, je suis arrivé avec un petit t-shirt, je devais avoir 8-9 ans et c'était pour un plus petit en fait, encore qui était avec moi, qui avait 4-5 ans à l'époque. Et je vais voir cet athlète et je lui demande est-ce que c'est possible de signer le petit t-shirt pour le petit et il me regarde et il dit non, j'ai pas le temps. Non. Donc je me suis dit à ce moment-là, si un jour je suis dans cette position, jamais ça n'arrivera. Voilà, je me suis promis que jamais quelque chose comme ça n'arrivera. Donc pour moi, voilà, des enfants, les petits qui sont autour, je vais pousser les grands autour pour voilà prendre les petits à part, passer un moment avec eux, leur signer le t-shirt ou ce qu'ils ont à signer. Parce que ça reste ancré en fait dans la mémoire. Ah, c'est une blessure quoi en fait. C'est une blessure et je la garde toujours. Il est encore sur cette terre cet athlète. Oui, bien sûr, je ne lui ai pas dit encore. Mais tu le connais, son numéro de téléphone. Oui, oui. Ah, attends, un jour, il aura un petit appel de ma part. Donc non, c'est hyper important pour moi de passer le maximum de temps possible avec tous mes supporters. Je reçois beaucoup d'amour partout dans le monde. Bien sûr, c'est difficile de faire ça, mais je suis toujours le dernier parti dans toutes les séances d'autographes officielles qu'on peut avoir ou dans tous les meet and greet qu'on peut avoir, et ça me tient vraiment à cœur. Merci pour eux, Esteban. Et je vous propose maintenant une pause musicale. Esteban, quelle est ta chanson culte ? Celle qui me plaît le plus, forcément, et en plus quand on est entre amis et qu'on fait ce qu'on aime, ce qui est souvent glisser avec des voitures, souvent faire du drift. Voilà, c'est Teriyaki Boys, Tokyo Drift. On met toutes les sauces de toutes les différents remixes qu'il peut y avoir, et puis on met ça à fond, et puis on met les voitures en travers, voilà, sur des circuits, et on se fait plaisir, quoi. On va en écouter un extrait. Et pour terminer, passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Si tu n'avais pas été pilote, quel métier aurais-tu fait ? Pilote de motocross. Si tu ne faisais pas pilote de moto, de bateau, de voiture, tu aurais fait quoi ? Mécanicien, j'imagine. Mécanicien. Quel défaut t'inspire le plus d'indulgence ? Pas la fainéantise, parce que je pense que la fainéantise, c'est le pire. Donc ça, je serais pas... Ça, c'est la question. Quel est le pire défaut ? Là, c'est la fainéantise. Ouais, parce qu'on peut pas être feignant dans notre société. C'est pas possible. Il faut se lever pour acquérir ce qu'on veut. Et voilà, il faut se bouger. C'est une bonne question. Je suis assez indulgent comme personne. Quel est ton plus grand regret ? Je n'en ai pas. Je pense que justement, j'ai toujours eu une vie où je ne voulais pas avoir de regrets. Je pense que c'est la pire des choses. Donc, j'ai pas de regrets. Ta plus grande peur ? Ma plus grande peur, le non-contrôle. J'aime pas quand je ne peux pas contrôler quelque chose ou une situation. Et quelle est la destination idéale pour faire une pause ? Évreux. T'es heureux à Évreux ? C'est chouette. Ouais, c'est la famille, les amis. Voilà, c'est là où je me sens le mieux. Donc j'ai pas la chance d'y retourner autant que je voudrais, mais voilà, je peux pas me plaindre. Je suis bien là-bas. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux et quel est celui que tu vas regarder ? Je pense que tu as une équipe évidemment, mais s'il y en a un qui est où il y a plus de chances que tu puisses voir le message, ce serait lequel aujourd'hui ? Bien sûr, Instagram, TikTok. Je pense que c'est les deux plus gros outils maintenant où on peut me joindre, tout simplement. Et je vois énormément de messages de la part de vous tous, de la part des personnes qui me soutiennent. Bien sûr, je peux pas répondre à tout le monde. J'essaie de faire au mieux.
Mais voilà, je pense que Instagram, c'est peut-être l'outil le mieux pour ça. Mais TikTok devient un très bon outil aussi. Et toi, tu as le temps de le faire toi-même ou c'est quand même rare que tu prennes le temps parce que ça peut Non, prendre des heures? c'est moi qui fais. Ça me prend des heures. Bien sûr, tout le contenu qui va être pris, c'est pas moi qui le filme parce que c'est moi, je suis acteur de la chose. Mais c'est moi qui récupère le contenu et qui poste, ouais, bien sûr. Waouh. Esteban, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandre de m'avoir invité, c'était un plaisir. C'était cool, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.